AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Marie. S'engager contre l'autisme, c'est la thématique que vous avez choisie aujourd'hui et qu'on va aborder avec votre invitée Valentine Lecêtre, qui est l'autrice de Sortir de l'autisme. Le témoignage d'une maman s'est publié chez Idéo. Cette cause vous tient à cœur, Muriel, aujourd'hui en particulier. Oui, en France, d'après la Haute Autorité de Santé, on compte 100 000 jeunes et 60 000 adultes autistes. Dans le monde, l'autisme touche une personne sur 160. Ces statistiques extrapolées suggèrent qu'en France, chaque année, environ 7 000 bébés pourraient être affectés par l'autisme et 875 000 à travers le globe. L'autisme, c'est un trouble qui se manifeste dès la petite enfance et qui, sans une aide appropriée, peut durer toute la vie. Les personnes autistes vivent les choses différemment. Les lumières trop vives, les sons trop forts ou un simple toucher peuvent les submerger, influencer leur comportement et conduire à une surcharge sensorielle. Un bébé qui ne babille pas à l'âge de 12 mois, un enfant qui ne parle pas à 18 mois, l'usage de mots sans but à 24 mois peuvent être des signaux d'alerte comme le manque d'intérêt pour les autres, l'absence de contact visuel, des activités restreintes, stéréotypées, répétitives, la résistance au changement, l'absence de flexibilité. Léo Kanner et Hans Asperger ont formalisé le diagnostic de l'autisme pour la première fois dans les années 40. À l'époque, les comportements associés étaient fréquemment mécompris, attribués à des carences émotionnelles ou à un environnement familial froid et distant. Depuis, et heureusement, ces idées reçues ont largement été remises en question. Aujourd'hui, l'autisme est reconnu comme un trouble neurodéveloppemental et le détecter et l'accompagner est un véritable travail d'équipe. Psychologues, psychiatres, neuropédiatres, orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens, une liste qui confirme la complexité du trouble du spectre de l'autisme unique pour chaque enfant. Alors avoir un enfant autiste est un défi considérable pour les parents et les familles. Identifier les signaux faibles, comprendre le trouble, communiquer avec son enfant, accéder et obtenir un diagnostic, chercher de l'aide, gérer les préoccupations financières, les impacts évidemment sur la vie familiale, se préoccuper de l'avenir et de l'autonomie future de l'enfant. Chaque personne sur le spectre de l'autisme, on ne le dit pas assez, trace son propre chemin avec ses hauts et ses bas, ses talents et ses défis. Certaines grandes figures historiques à qui l'on attribue des traits autistiques ont marqué l'histoire par leur génie. Van Gogh, Marie Curie, Mozart, Einstein, Edison. Mais ce qui importe vraiment, c'est que chaque personne autiste trouve sa place et son chemin dans notre société. Tous, sans exception, méritent le soutien et la reconnaissance nécessaires pour s'épanouir et vivre une vie enrichissante. Enrichissons-nous avec votre invitée Valentine Lecêtre, qu'on accueille avec plaisir. Bienvenue à vous sur Sud Radio, Valentine Lecêtre. Merci. Vous êtes l'autrice de ce livre Sortir de l'autisme, c'est publié chez Idéo. Bonjour Valentine. Je peux, Muriel, vous féliciter pour la façon dont vous avez synthétisé la situation, parce que je ne l'ai jamais entendu comme ça, avec vraiment tout le panel de ce que vivent les parents, et merci pour le résumé, parce que c'est vraiment ça qu'on vit. Mais bien, écoutez, ça me fait très plaisir, d'autant plus que vous êtes au cœur de cette problématique, de cette pathologie. Vous êtes la maman de Sacha, qui a aujourd'hui 9 ans. Il a été diagnostiqué à 16 mois. Alors, j'ai envie de vous demander, pouvez-vous nous décrire le moment où vous avez commencé à suspecter que votre fils pouvait être autiste ? Directement, les premières semaines, à partir du moment où l'enfant qui ne nous voit pas porte un regard sur la mère à une certaine distance. C'est un fait que tous les enfants reproduisent, et le mien ne le faisait pas. Et déjà, mon frère, qui avait 2 enfants, m'a signifié le fait que lui aussi trouvait qu'il avait un regard fuyant. Donc il y a eu plusieurs choses, et ensuite toutes les choses dont vous avez parlé avant se sont appliquées. Donc le toucher, la lumière, les sons bien entendu, et les situations qui n'avaient ni queue ni tête dans la façon dont il se comportait. On ne comprenait pas bien la manière dont il réfléchissait. Il y avait quelque chose qui était très différent, et ça devenait très très visible, on va dire à partir de ces 1 an, puisque à 1 an, on va dire que tous les enfants commencent à avoir plein de points communs, et le mien n'en faisait pas partie. Alors, quelle a été votre réaction quand vous avez découvert cela ? Comment avez-vous réagi, vous, votre famille, votre entourage ? Comment vous avez ressenti ce qui se passait ? Alors déjà, je dois dire que je dois être pas la seule dans ce cas-là. J'ai pas été diagnostiquée tout de suite par un pédiatre qui aurait dû m'alerter sur les signes et signaux. À la crèche, j'ai bien été les voir pour voir s'ils, eux, voyaient des signes. Ils n'en voyaient pas. Donc, lorsque j'ai prononcé moi-même le diagnostic un peu toute seule en disant, voilà, il doit être autiste,
C'est là où on s'est intéressé, on a cherché les réponses. Et effectivement, avec un mot qu'on avait décelé, ça nous a donné un fil conducteur qui allait plus vite que les autres, qui sont tout à fait dans le noir. Et nous, dès qu'on a eu la liste de tous les pointeurs, on était vraiment dans ce circuit-là. Ensuite, il a fallu aller voir beaucoup de gens pour essayer d'avoir une confirmation de ce diagnostic. Il a été posé une première fois directement par quelqu'un à la CMP. Et ensuite, il a été reposé plein de fois par d'autres médecins. Tout au moment où, tout à la fin, j'ai été à l'hôpital pour avoir un diagnostic plus formel qui soit accepté. Parce qu'en fait, seulement les pédopsychiatres qui peuvent poser un vrai diagnostic qui soit valable et reconnu. Et là, on m'a dit qu'en fait, il était trop jeune, qu'il fallait revenir dans plusieurs années. Et là, je me suis dit, il y a vraiment un problème. Alors, en fait, ce que j'ai découvert dans ce livre, ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, il y a cette première étape. Je me rends compte que mon enfant présente des signes qui doivent m'alerter parce qu'ils ne sont pas ceux de tous les enfants. Et donc, à ce moment-là, je décide de rentrer dans l'analyse et le diagnostic. Et cette difficulté d'obtenir un diagnostic, elle est quand même extrêmement étonnante. Aujourd'hui, à notre époque, avec le nombre de personnes présentant ce spectre aujourd'hui, comment vous l'analysez, cette difficulté du diagnostic ? Je pense que les corps de métier sont séparés. Donc, à moins d'aller dans un protocole simple qui est celui d'aller à l'hôpital et d'attendre déjà son tour, les 1 an qu'il faut attendre pour avoir le bon médecin, ensuite le bon pédopsychiatre, ensuite les bonnes analyses, tous les tests autour qu'on peut faire pour déceler si c'est pas autre chose que l'autisme. Parce qu'il n'y a pas de test pour l'autisme. Donc, on va chercher d'autres choses et ça prend du temps aussi. Donc, vous avez passé 1 an et demi dans ce circuit-là et c'est intolérable. Je pense qu'il y a d'autres choses à mettre en place. Il y a plein d'autres choses à mettre en place. Donc c'est intolérable parce que vous le dites très bien, le diagnostic précoce est essentiel. Essentiel. Je pense que aujourd'hui, je rencontre des familles. Je dois avoir, étant donné qu'on a eu beaucoup de résultats avec mon fils, je dois avoir 2 familles nouvelles par mois qui vont me contacter, qui vont appliquer les méthodes, mais qui vont s'y prendre plus tard, à 5 ans, à 6 ans. Et bien sûr qu'ils auront beaucoup plus de difficultés parce que l'enfant qui vit dans une condition, qui vit dans son monde, tout simplement, il aura du mal à refaire surface parce qu'il a pris des habitudes. Il a engrammé une forme de comportement. Exactement. Et c'est ça qui est difficile ensuite à décoder, on va dire. Oui. À désengrammer. Exactement. Alors les thérapies, on nous parle de thérapie aujourd'hui, on ne nous parle pas de médecine, on nous parle de thérapie. Elles sont nombreuses, françaises, américaines, et elles sont difficilement accessibles parce qu'elles ne sont pas répertoriées. Là aussi, c'est un peu un parcours du combattant. Vous dites, je ne fais pas la promotion d'une grande méthode souveraine, je recommande toutes. Alors pourquoi ? Parce qu'elles ont été efficaces à un moment donné dans l'évolution de votre fils ? Alors, pour reprendre au début, déjà, j'ai utilisé des méthodes qui ne sont pas conventionnées et qui ne sont pas reconnues par la HAS. Donc, j'ai même été sollicitée par la HAS qui m'a dit d'arrêter ce que je faisais. Je tiens à le signifier. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, on préconise d'autres méthodes, notamment ABA, qui est reconnue dans 80% du monde entier. Ce sont des méthodes qu'ils appliquent et qui sont très particulières. Donc vous rentrez pas dans le cadre ? Je rentrais pas dans le cadre déjà parce qu'il était précoce. Donc aller faire des pulses avec un enfant qui a 2 ans qui est non-verbal, je ne vois pas l'intérêt. Donc ça s'appliquait pas. De même, il y avait on jouait beaucoup sur les réflexes et ensuite on pourra en parler des heures. Donc je vais pas aller dans le détail de cette méthode, mais en tout cas oui, elles ont été efficaces parce que je les ai prises à différents moments. Donc ABA dont je viens de parler, je l'ai pris plutôt en fin de parcours parce que ABA ça porte un nom, mais en fin de compte, c'est des méthodes qu'on utilise nous-mêmes avec nos enfants. Tu finis ton yaourt, tu peux aller jouer, tu peux... Voilà, donc ce sont juste aussi du bon sens. Donc on peut prendre le bon sens de toutes les méthodes et elles en ont toutes. Mais ça ne s'appliquait pas quand il était précoce. Ensuite, dans le précoce, j'ai utilisé des méthodes qui sont américaines, qui ont été adaptées aussi en France. Donc celle pour laquelle j'ai le plus de conviction, c'est Sunrise, qui est la base de la méthode qui a été ensuite utilisée en France dans la méthode AEVE 3I, qui est celle avec qui j'ai débuté. Mais ensuite, j'ai appris le corps qui venait des États-Unis. Oui, alors Sunrise, c'est pas si facile que ça, parce que c'est américain, les formations sont en anglais, donc c'est pas accessible à tout le monde. Elles sont chères. Elles sont très très chères. Donc à l'époque, c'était 1000, 1002, 1004 pour 5 jours de training. Et il faut bien comprendre que dans ces 5 jours ou ces 9 heures de cours par jour, c'est très intense. Vous êtes avec 200 personnes. Il y a des traducteurs, vous avez donc vraiment comme au congrès, on a toutes les traductions en live, c'est assez amusant. Mais il parle de tout le spectre autistique. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a autant de cas d'autisme que d'enfants. Donc on engrange beaucoup d'informations qui ne nous paraissent pas toujours pertinentes à notre situation.
Donc c'est pour ça qu'ensuite il faut peaufiner, rentrer dans le dur pour ensuite essayer d'apprendre plus de choses et se former encore. Alors vous avez pris ce problème à bras le corps, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez mis en place des moyens opérationnels considérables. Vous avez sélectionné 30 bénévoles. Franchement, bravo. Des praticiens spécialisés. Vous avez aménagé sur les recommandations des associations que vous avez citées une pièce d'éveil pour Sacha. Vous l'appelez la pièce dit oui, avec 40 heures hebdomadaires minimum de thérapie. Vous avez stocké et analysé des milliers d'heures de partage avec votre fils, créé des groupes de partage. En fait, vous vous êtes jamais dit, mais tout ça c'est impossible, je vais pas tenir, c'est trop, je n'y arriverai pas. Alors, tous les jours, on a envie de craquer. Pour autant, je sentais que j'avais pas le choix et qu'on allait réussir. Voilà. Moi, j'ai été metteur en scène dans mon premier métier. Je voulais écrire des belles histoires et je voyais pas ma vie comme pas une belle histoire, ni la sienne, ni la mienne. Donc, il n'y avait pas d'autre choix que de réussir. Voilà. Et ça prendra le temps que ça prendra. Et heureusement, on ne sait pas tout ce qu'il va falloir faire, sinon on ne commencerait pas. Mais c'est vrai qu'au début de mon livre, je parle du recrutement des bénévoles. Et c'est vrai que vous ne les abordez pas en disant vous allez venir pendant 3, 4 ans, 2 fois par semaine. Et le môme, en plus, il ne va pas être sympa avec vous, quoi. Alors, vous avez aussi appelé les gens qui vous entouraient des miracle workers. En fait, 50 personnes au total que vous avez réunies autour de Sacha, que vous avez coordonné au fil des ans, comme une chef d'entreprise que vous êtes d'ailleurs, par ailleurs. Et dont l'unique but, c'était d'être en connivence avec Sacha, de se lier d'amitié avec lui. En quoi ces gens ont été majeurs dans l'évolution de votre enfant ? Ils ont été majeurs. D'ailleurs, dans mon livre, malheureusement, je n'ai que 2 pages de remerciements. J'en avais écrit 18 parce que, effectivement, chacune de ces personnes ont apporté quelque chose. Donc, en commençant par des bénévoles qui venaient juste avec le cœur, ensuite des gens qui étaient plus professionnels. Je suis passée à toute une ribambelle de gens qui étaient vraiment des fées, des miracle workers. Pourquoi ? Parce qu'ils venaient ils avaient des profils tout à fait différents. On avait aussi bien la calligraphe, la gymnaste, l'actrice. La traductrice, la prof d'anglais, mais aussi... voilà, on a eu tellement de différents profils. Et ce qui était génial, c'est qu'ils n'avaient pas l'habitude de s'occuper d'un enfant de cet âge-là. Donc ils venaient, et pour une fois, au lieu d'apprendre à l'autre, ils n'étaient plus maîtres de la situation. Le maître, c'était mon fils. Et il devait faire ce qu'il faisait lui. Et les laisser rentrer ou pas dans son monde. Et donc, ils ont apporté différentes choses. Et c'est là où, en fin de compte, s'est créée une complicité. Parce qu'en fin de compte, on n'a pas de vrai objectif. On a juste la connivence, le lien. Et s'abandonner à un moment spécial. Alors ces moments que vous décrivez, ils sont considérables. Ils ont un impact financier. Face à ces éléments financiers, on n'est pas tous égaux. Vous avez pu le faire. Vous êtes chef d'entreprise, donc vous avez pu vous mettre en retrait de vos activités. Vous aviez les moyens financiers de le faire. Comment vous évaluez pour les autres familles les services et le soutien disponibles pour les enfants autistes en France ? Alors, dans une première partie de ma réponse, je vais dire que déjà, les gens qui suivent les mêmes méthodes que moi en France et sans moyens aucun peuvent quand même s'en sortir très bien, puisque j'ai des familles autour de moi qui le font. C'est plus difficile et souvent, un des parents doit se sacrifier pour pouvoir gérer quand même l'emploi du temps. Ensuite, je trouve qu'il y a des bonnes initiatives. J'ai notamment travaillé avec une psychologue dont je parle dans mon livre qui s'appelle Aliénor Commier de la Taille, qui a ouvert des centres qui s'appellent les Bulletins. Et ce sont des crèches. Donc ça prend les enfants qui sont précoces, ça les met dans des centres. On apprend aux parents à avoir une hygiène de vie qui est différente, une appréhension, une compréhension, une façon de vivre avec leur enfant qui est différente. Pour autant, ils sont pris en charge de 9h jusqu'à 5-6 heures avec que des thérapeutes. Donc ça, c'est possible aussi. Et ce ne sont pas des choses qui sont chères parce qu'elles sont supportées par l'État. Donc c'est ça qu'il faut. Alors en revanche, c'est pas un monde de bisounours complètement, ce monde-là. Vous avez découvert un monde de corporatisme, d'arrangement parfois entre les médecins et les thérapeutes. Vous avez parfois ressenti des sentiments d'injustice et de frustration, notamment sur le coût des thérapies qu'on vous a conseillé. Vous dites à un moment donné, on m'a proposé de faire une thérapie sur 15 ans, 2400 heures. En fait, si j'assimile, si on calcule le coût de cette thérapie, c'est 192 000 euros. C'était une prise d'otage un peu. Comment vous l'avez vécu, ça ? Alors oui, tout à fait. J'ai trouvé que c'était une prise d'otage, surtout que ces personnes-là ne nous donnaient pas, en fin de compte, un cahier des charges, ni un ordre du jour, ni la feuille de route qu'ils allaient tenir. Donc on ne savait pas d'où on allait et où on allait
où est-ce qu'on allait avec tout ça. Donc bien sûr qu'ils n'ont pas effectivement donné les 1400 heures ou donné le décompte, mais le décompte, il suffit de le calculer. Et tout ça, ça coûte aux contribuables, parce que quand même, il y a une grande partie qui est remboursée par la sécurité sociale. Bon, voilà. Et ensuite, c'est les gens qui travaillent avec les amis, en fin de compte, plus que l'efficacité. Mais tous ces gens, j'ai réussi dans les discussions que j'ai eues avec eux, qui sont bien dans ma tête. En fin de compte, ce sont des gens qui ne savaient pas où ils allaient. Donc, c'est une prise en otage du temps. Et ce temps, en fin de compte, c'est pas seulement payer ces gens-là, c'est qu'ils perdent le temps qui est très important pour avancer vite à cet âge-là. Alors, pour terminer cette conversation, est-ce que vous avez le sentiment que la recherche permet d'espérer des innovations technologiques qui permettront d'aller plus vite dans le diagnostic du spectre autisme? Vous m'avez parlé de quelque chose, d'une thérapie de l'iris. Je vais dire déjà qu'en France, on a l'habitude d'être pris par la main, d'aller voir un médecin qui va vous faire un protocole. Vous allez sortir avec vos petits médicaments et votre petite feuille de route et vous allez y aller. Ce qu'il y a, c'est que ça ne se passe pas comme ça, et c'est pour ça que ça marche mieux peut-être dans des pays où ça leur coûte plus cher, comme aux États-Unis, parce que vraiment, il y a les gens se mettent à travailler ensemble, collégialement, ce qui n'est pas le cas en France. Donc du coup, vous allez voir des gens, ça va vous prendre des mois pour avancer. On n'avance pas et ça coûte de l'argent. Donc, répétez la fin de votre question, Muriel. Non, je vous demandais s'il y avait une nouvelle thérapie qui était en place. Oui, la nouvelle thérapie à laquelle je crois, c'est vrai que je vous en ai parlé, je suis un peu une geek, et c'est vrai que j'ai vu les lunettes Apple qui vont sortir, qui sont les ProVision, et ça va avoir comme impact qu'il y a des caméras à l'intérieur des Google Glass, enfin de ces lunettes, et ils pourront effectivement scanner la rétine, et ça a beaucoup d'incidence, c'est-à-dire qu'on va pouvoir diagnostiquer le comportement, comprendre mieux les émotions des autistes, et je pense que ça sera une des voies pour pouvoir avoir un diagnostic ferme sur certaines pathologies. Merci Valentina. Pour toutes les personnes confrontées à l'autisme, je recommande Sortir de l'autisme de Valentine Lesette, le témoignage du maman, aux éditions Idéo. Et puis la question la plus importante, en un mot, comment il va, Sacha ? Super bien, il est solaire, il adore les gens et il a beaucoup d'amis. Il fallait terminer là-dessus. Merci beaucoup, Valentine Lesette. Merci à vous, Muriel Réus. On vous retrouve dimanche prochain pour un nouveau numéro de La Force de l'Engagement. Merci. Sud Radio, le grand matin week-end, La Force de l'Engagement, Muriel Réus. Avec AJP, association d'assurés engagés et responsables.